Vous écoutez Procrastination, saison 6, épisode 10. Diriger une collection de poches avec Pascal Godbillon. Un podcast sur l'écriture en 15 minutes. Parce que vous avez autre chose à faire et qu'on n'a pas la science incluse. Avec les voix de Mélanie Fazi, Estelle Faye et Lionel Delous. Et la voix à nouveau de Pascal Godbillon. Grand merci Pascal à nouveau d'avoir accepté de nous rejoindre pour deuxième épisode avec toi. Merci infiniment. Merci à vous de m'accueillir à nouveau, c'est que ça devait être pas trop mal la première fois. C'était très bien et on est vraiment très heureux de te recevoir à nouveau. Je refais petite présentation rapide. Donc tu commences ton parcours éditorial à la direction du livre à la Fnac et tu prends la direction de Folio SF en 2006, donc une des plus belles collections patrimoniales d'imaginaire que l'on a en France, avec des classiques comme Mary Shelley, Wells, Asimov, Bradbury, Zelazny, Adams, Silverberg, Barjavel, Card, Priest, et dans le monde francophone, Alain Damasio, Laurent Jeunefort, Pierre Pevel, Thomas Day, Laurence Suner, Jean-Philippe Jaworski, Fabien Cerruti, Fabrice Collin, Sabrina Calvo, la gagnante du concours des 20 ans de la collection, Chris Vulkisevich, et comme je disais la dernière fois, pour transparence, Pascal est aussi notre éditeur à tous les trois, puisque nous sommes tous les trois aussi publiés par Folio SF. Tu diriges Lune d'encre, la collection grand format de Noël d'imaginaire depuis 2017, avec des noms immenses comme Robert Holstock, Michael Moorcock, Ted Chiang, Tim Powers, Vandana Singh, Ian MacDonald, Joe Walton, également du patrimoine comme Ballard, les Strugatsky, Bradbury, avec une récente très belle édition des Chroniques martiennes. Chez les francophones, on peut compter par exemple Laurent Klotzer, Catherine Dufour, Laurent Jeunefort, Romain Lucaso. Ta vision est donc extrêmement complète, tu as une expérience commerciale extrêmement aboutie, ça a une importance certaine dans un milieu complexe et compliqué comme l'édition, et tu as la vision du grand format comme de la direction d'une collection de poches majeure. Après avoir parlé un peu du grand format et de la découverte des manuscrits, et aussi du concours des 20 ans dans l'épisode 601 de cette saison, on va maintenant prendre peut-être un peu de hauteur et parler d'un domaine qui finalement est extrêmement mal connu du grand public, en tout cas dans ses aspects techniques et peut-être économiques, et l'édition en poche du livre. Et peut-être, on verra, en fonction de là où on va, l'économie globale du livre. Le poche, c'est une sphère qui est différente, clairement, de l'édition du grand format. Captain Obvious, me voici. Tous les livres ne se retrouvent pas nécessairement en poche, loin de là. Et donc, c'est la première fois finalement dans Procrastination qu'on peut aborder et parler des collections de poches au sens large. C'est aussi l'occasion pour nous de parler un petit peu aussi des aspects économiques et finalement de la manière dont ça marche à travers la collection Folio SF de Gallimard. Pour commencer, une question un peu générale qui est comment est-ce que tu définirais les différences entre une collection grand format comme chez De Noël, une collection de poches chez Folio? Quelles sont les différences principales au niveau, que ce soit économique, artistique ou autre? Alors la taille du livre déjà, oui bien sûr, mais mine de rien c'est pas neutre, c'est-à-dire qu'effectivement ça a tout un tas de conséquences cette petite taille du livre. La première différence est justement par rapport à l'épisode qu'on avait enregistré sur les manuscrits, la sélection, etc. C'est que a priori le livre de poche n'a pas vocation à publier de l'inédit. C'est effectivement de la reprise d'ouvrages déjà parus en grand format. Alors je nuance. Les plus anciens d'entre nous, dont vous ne faites pas partie, se souviendront que j'ai lu Pocket, en leur temps, faisait de l'inédit directement en poche. Et Présence du futur, chez De Noël, n'était qu'une collection d'inédits, schématiquement. Mais au tournant des années 2000, on va dire, voilà, avec l'apparition de nombreuses maisons d'édition qui faisaient du grand format, le poche, comme pour les autres genres, ou non-genres, comme la littérature générale, comme le polar, etc., est surtout devenu ce qu'on appelle dans l'autre langage des collections de grande diffusion, c'est-à-dire effectivement des collections censées transformer le succès d'un grand format en poche. Alors le corollaire de ça, c'est qu'effectivement on peut se dire du coup ce ne sont que les meilleures ventes qui sont reprises en poche. Et ça effectivement c'était sans doute vrai là encore dans les années 60-70, sauf que à partir du moment où les ventes de grand format sont devenues peut-être un peu moins importantes, c'est plus difficile de se limiter aux meilleures ventes en tout état de cause. Pour Folio SF, c'est pas comme ça que je procède du tout. C'est-à-dire que on pourrait avoir cette image du livre de poche où, effectivement, on se dit, oui, je prends mon top 50 des ventes en grand format et derrière, je fais ma sélection là-dedans.
Mais non, ça fonctionne pas comme ça. D'une part parce que même dans le top 50, il y a des livres qui sont des ventes, on va dire, moyennes. Et puis surtout, il y a des logiques de groupe qui interviennent. C'est-à-dire qu'effectivement, par exemple, Lune d'encre de Noël, ça ne va en poche que chez Folio SF. Nouveau millénaire de Flammarion J'ai lu, ça ne va en poche que chez J'ai lu. Et en gros, voilà, certains éditeurs qui appartiennent à des groupes ne cèdent pas leurs livres à d'autres groupes. C'est plus compliqué que ça, mais voilà. Donc j'ai envie de dire, voilà, la grosse différence, c'est que contrairement au grand format, finalement, on publie des livres dont le travail éditorial, en tout cas le travail littéraire-éditorial, a déjà été fait. Ce qui, du coup, nous évite parfois, mais pas tout le temps, des mauvaises surprises. C'est-à-dire que quand on attaque un grand format, on peut aimer, on peut ne pas aimer, mais en tout cas, c'est à peu près quand même un livre construit et abouti. Voilà, je pense que c'est ça la plus grosse différence. Après, voilà, moi, je me fais fort d'essayer de lire les grands formats et de pas sélectionner comme ça sur la couverture ou sur un bon article dans tel ou tel quotidien national ou tel ou tel blog. Et c'est même plutôt contre-productif généralement, parce que c'est déjà arrivé plein de fois que je vois des livres encensés et les lire en me disant non, je comprends pas, c'est pas pour moi. Et à l'inverse, des livres dont on parlait pas, etc., ou avec lesquels je partais en me disant oh là là, cette couverture, machin. Et au final, j'ai adoré, c'était un gros coup de cœur, et voilà. Effectivement, après aussi, cette vision d'un milieu consanguin et tout fonctionne par copinage, mais la preuve, puisque vous êtes tous les trois mes auteurs, donc c'est bien la preuve que ça fonctionne. Et en même temps, d'ailleurs, ça me fait penser à un truc, j'y pense là à l'instant, c'est que, et ça rejoint un peu ce qu'on avait évoqué sur il faut oser, il faut pas s'arrêter, etc., c'est que tous les trois, j'ai dû refuser votre premier livre. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que j'ai refusé le premier roman de Mélanie, j'ai refusé le premier roman d'Estelle, et j'ai refusé La route de la conquête de Lionel. C'est ça, hein, le titre, je me plante pas. Hein. Ouais, tout à fait. Mais à chaque fois, vous ou vos éditeurs auraient pu se dire bon ben voilà, c'est fini, il aime pas ce que fait Lionel, il aime pas ce que fait Estelle, il aime pas ce que fait Mélanie, on arrête. Mais non, c'est pas ça, c'est juste il manquait le truc qui faisait que pour Estelle, je sais plus si on en avait parlé, mais c'est vrai que Porcelaine, il y avait une notion un peu de conte et qui moi ne fonctionnait pas du tout dans ce roman. Mais pour autant, c'était évident que il y avait dans ce roman plein de choses excellentes, mais il ne fonctionnait pas pour moi et je me voyais pas de le proposer en Folio SF. Et pour autant, après, quand j'ai reçu tes autres textes, et voilà, et ça a été pareil pour vous trois, et ça peut être pareil pour d'autres auteurs pour lesquels je refuse 1, 2, 3 textes, et puis le quatrième, ça peut être le cas. Et voilà, enfin pour moi, je crois qu'on en avait parlé, Lionel, avec Port d'âme, tu avais vraiment la marche dont on parlait pour les manuscrits, tu l'avais franchi. De mon point de vue, il y avait voilà, ça veut pas dire que La route de la conquête était un mauvais bouquin. Bon, après, c'était une nouvelle, c'est très différent d'un roman, etc. Mais voilà, donc faut pas se décourager. Et en tout état de cause, ce qui va primer pour moi dans la sélection, c'est que le bouquin me plaise et que je pense qu'en plus j'arrive à offrir quelque chose dans la collection. Ça, c'est un critère des fois, parce que ça n'a pas de sens de dire à un auteur j'ai adoré ce que mais non vraiment, mais pourquoi voilà, il y a des choses qui pour moi en Folio SF je saurais pas les défendre. Je me souviendrai toujours d'avoir reçu le grand format du Donjon de la Hulbuck. Ouais, ok, mais comment je fais pour vendre ça en Folio SF, moi? Il y a pas, voilà. Pocket, ils avaient Pratchett, ou j'ai lu avec Pratchett aussi, mais moi, ok, j'ai Douglas Adams, mais c'est quand même, voilà, j'aurais été incapable de le vendre. Et ok, je savais, c'est toujours facile de dire je savais, non, on sait rien, mais je me doutais que c'était un bouquin qui allait, vu ce qui se passait dans les salons, etc., qui allait fonctionner en poche, mais je le voyais pas en Folio SF, donc je l'ai pas pris. Et on peut discuter de la horde du contrevent, dire oui, c'était évident que ça allait marcher, etc. Mais je pense qu'il y a quand même adéquation entre ce bouquin et la collection Folio SF. Et que ce ne sera pas forcément le cas avec d'autres bouquins. Donc voilà, au final, ça se résume à des coups de cœur de lecteurs. Il y a pas de mystère. C'est la même chose. On avait parlé du concours des 20 ans de Folio SF. Voilà, la lauréate, c'est un coup de cœur du jury. Voilà, on en revient toujours là, des coups de cœur. Et si on se contente effectivement de dire ce truc-là, ça s'est vendu énormément, ça va se vendre en poche, ça peut être un bon moyen de se planter. J'ai des exemples de bouquins que moi j'avais pas du tout aimé et qui se sont super bien vendus en grand format. Et je me dis là quand même putain, t'es à la limite de la faute professionnelle. Et en fait en poche, mais ça a été une tôle. J'ai appris
Après, pourquoi le bouquin s'était super bien vendu en grand format? Il y avait des raisons extérieures, j'ai envie de dire, aux qualités intrinsèques du bouquin, qui était une problématique de réseau et de rencontres massives de l'auteur sur des réseaux de librairies, et qui du coup avait fait gonfler les ventes du grand format. Et ça veut pas dire que le bouquin n'est pas bon, ça veut juste dire que moi je l'ai pas aimé, ou que j'ai estimé que c'était pas pour Folio SF. Puisque tu parles de chiffres de vente, est-ce que tu pourrais nous donner un ordre d'idée de ce qui est considéré comme une bonne vente ou un succès en poche par rapport au grand format? Non. Non. Merci. Parce que non, parce que un ordre d'idée on peut global, pas raisonner comme ça sur des moyennes. Non, mais en réalité, chaque livre a sa particularité. C'est-à-dire que un livre qui se vend à 3000 exemplaires et un livre qui se vend à 50 000 exemplaires, bah, on va dire tout de suite, ah bah ouais, c'est évident, 50 000 exemplaires, c'est un super bon résultat. Mais ça dépend. Si je l'ai payé 1 million d'euros et que j'ai fait 1 million d'euros de pub, enfin bon, on fait pas ça en folio, hein, enfin en folio SF, hein, tout comme même en folio d'ailleurs. Bah, 50 000, c'est ridicule. À l'inverse, 3 000 exemplaires d'un livre que, si ça se trouve, en gros, j'ai payé rien du tout pour acheter les droits en poche. On a fait 0 investissement. On en a parlé nulle part et machin. Et c'est un bon résultat. Donc c'est pour ça que c'est toujours donner une moyenne, ça n'a pas de sens de mon point de vue. Maintenant, que vous dire aujourd'hui, un poche qui se vend correctement, oui, on est sur 3-4 000 exemplaires. Et une bonne vente, c'est quand on atteint les 10, quoi. Et après, il y a des cas particuliers, des Beauverger, Jaworski, qui sont dans les 40-50 000, et puis un Damasio qui est au-delà de tout, quoi. Enfin, je sais pas, la Horde, on doit être à 300-400 000. Enfin, je sais plus, on en tellement tout le temps beaucoup que je sais plus exactement, mais donc voilà quoi, c'est compliqué. Mais en fait, justement, on parle d'économie. Un bouquin qui fonctionne pour moi, c'est un livre qui fait exactement un peu plus que ce que j'avais en tête. Voilà, c'est-à-dire, c'est bête à dire, mais en ce sens, l'offre, puisque quand je dis l'offre ou acheter les droits, etc., c'est-à-dire qu'effectivement, on achète les droits. C'est quelque chose que peut-être vos auditeurs ne maîtrisent pas, mais on achète les droits de publier le livre en poche à l'éditeur grand format. Et pour ça, on offre une avance, une somme d'argent en avance sur ce qui va se vendre derrière. Mais l'avance, pour moi, elle doit pas être déconnectée de ça, justement, de ce que j'ai en tête. Et si j'imagine que je vais en vendre 3000 ou si je vais en vendre 30 000, évidemment que mon avance, ce sera pas pareil. Mais si j'imagine 3000 et que je fais une avance en conséquence et que j'en vends 7000, pour moi, c'est un succès. Si à l'inverse, j'ai fait une avance pour en vendre 30 000 et que j'en vends 3000, c'est une catastrophe monstrueuse. Mais ça, c'est mon appréciation à moi. Après, vous, auteur, évidemment, que vous voudriez sans doute que ce soit plus proche de 30 que de 3000, mais à moi, enfin voilà, c'est pas votre cas en l'occurrence, mais c'est des conversations qu'on peut avoir avec les auteurs pour leur dire, bah voilà, t'as vendu X 1000 seulement, tu te rends compte et tout. Je dis oui, mais combien t'as vendu du grand format? Bon bah là, c'est 3 fois plus. Bah aujourd'hui, des livres de poche qui se vendent 3 fois plus que le grand format, c'est pas la règle. Ça l'a été dans les années 60-70. Aujourd'hui, un livre de poche qui se vend autant que le grand format, c'est plutôt la règle. Et quand tu fais x3, bah, t'es très content. Et quand tu fais x10, c'est exceptionnel. Alors évidemment, c'est plus facile de faire x10 quand tu pars de très bas que quand tu pars de très haut. Mais bon, voilà. Donc tout est relatif. Donc c'est pour ça que malheureusement, je vous ai quand même donné, je crois, j'espère, des pistes. Mais en tout état de cause, c'est difficile de dire une bonne vente c'est ça, une mauvaise vente c'est ça. C'est bizarre parce que justement le principe de la collection, c'est de pouvoir raisonner au global et pas titre à titre. Mais moi, malgré tout, j'essaye de raisonner titre à titre. Et alors, pour aborder un sujet qu'on n'a pas encore traité, qui est la question de la ligne artistique, la ligne graphique, ce qui est frappant, c'est que presque toujours, dans les collections de poche, c'est que les couvertures ne sont pas reprises du grand format. On se demandait un peu pour quelles raisons et comment se passe le travail sur les couvertures. Alors ça dépend, là aussi c'est très variable, chaque titre est particulier. Il y a certaines maisons d'édition qui refusent qu'on reprenne leur couverture, donc là on le fait pas. Il y a d'autres maisons d'édition qui voudraient qu'on les reprenne et parfois on se dit non mais vraiment c'est gentil mais non. Et non, après c'est au cas par cas. Pour Lune d'encre, voilà, c'était un accord qu'on avait quand c'était pas moi qui m'occupais de la collection avec Gilles Dumais, quand je trouvais que la couve elle était parfaite en grand format, il n'y avait pas de raison de pas la reprendre, il était ok, alors sous réserve d'accord de l'illustrateur bien sûr. Moi aujourd'hui je continue ça parce que si une couve me convient pour le grand format, il n'y a pas de raison de pas le faire. Après il peut arriver, par exemple Chien de guerre, la couverture qu'avait fait Aurélien Police pour le grand format, on a essayé en poche et ça fonctionnait pas. Donc on a fait appel à un autre illustrateur.
Enfin, c'est variable. Après, là encore, chaque livre a sa particularité. Pour les auteurs français, parfois, je vous fais intervenir ou je vous demande ce que vous avez en tête pour l'image, etc. Après, c'est vrai que chez Gallimard, c'est particulier. Il y en a un service artistique, qui s'occupe de ça. Donc, du coup, c'est parfois un peu le téléphone arabe parce que vous me dites un truc, je leur dis à l'artistique ça, qui disent ça à l'illustrateur et au final, on a une image qui a plus rien à voir. Et parfois, c'est même mieux que ce qu'on avait imaginé tous les trois. Et parfois, effectivement, on demande un dragon rose et on obtient un éléphant vert. Et au final, c'est l'éléphant vert qui était la bonne idée. Donc, l'important, c'est effectivement à chaque fois d'essayer de trouver l'illustrateur qui va bien, l'univers qui va bien avec le roman. J'essaye au maximum de faire en sorte que les auteurs ou les agents des auteurs pour les anglo-saxons soient satisfaits. Si on fait un choix, on sait pourquoi, quoi. Et on n'a pas forcément raison, mais en tout cas, on l'assume, quoi. Comme tout le reste de l'édition, je passe mon temps à dire que c'est pas une science exacte. Les illustrations, comme le reste, c'est pas une science exacte. Après, nous, quand on fait quelque chose, c'est qu'on a la conviction que c'est ce qu'il faut pour le livre. J'espère parfois arriver à convaincre un auteur pas convaincu ou une autrice pas convaincue dès le départ que c'est vrai. Et de toute façon, voilà, même moi, je suis tout à fait ouvert à la discussion, y compris après. C'est-à-dire, ok, tu vois, t'avais raison, on s'est planté. Peut-être qu'il aurait fallu un truc plus bleu, moins lumineux, plus lumineux. Enfin, je sais pas. Bon, bref, voilà. Mais moi, c'est vrai que je suis plutôt pour les illustrations qui soient plus dans l'atmosphère que dans la description pure. Combien de fois on m'a dit mais elle est blonde sur la couverture et alors qu'en fait elle est brune dans le roman. Oui, mais est-ce que c'est vraiment ça qui est important? Enfin, après voilà, j'ai des auteurs ou autrices, mais plus souvent des auteurs qui sont très à cheval là-dessus. Ah non ça va pas, machin. Et moi, ok, si c'est ce qu'il veut lui, là aussi, allons-y. Moi, après que le personnage soit représenté avec la balafre du bon côté. Très bien, c'est effectivement sans doute mieux, mais c'est pas le plus important, quoi. C'était Alden Kahn qui, pour les reprises en poche de Vellum, a dit « Alors, ça n'a rien à voir avec les bouquins, mais j'adore tellement l'atmosphère, elle est géniale, quoi. » Et voilà, en fait, c'est-à-dire il y avait quelque chose dans l'image qui avait l'essence du bouquin, mais pas forcément le bouquin lui-même. Bon, voilà, c'est le plus important au final, je trouve. Je peux faire une parenthèse, c'est exactement ce qui s'est passé avec mes propres livres, les couvertures de Bastien Lecouve de Harne. C'est absolument pas littéralement ce qui se passe dans le livre, mais au niveau de l'ambiance, c'est absolument parfait. Ouais, mais tant mieux. Je crois qu'on était arrivé à cette conclusion quand on préparait la couverture avec toi, justement. Je vais aussi carrément de ma propre parenthèse, parce que même chose en fait, c'est carrément au point où tu m'as donné le contact directement de l'illustrateur pour Les Dieux Sauvages, et c'est super cool. Et moi je trouve que c'est vraiment une force aussi d'avoir une approche différente entre grand format et poche, parce que ça permet de donner une deuxième ambiance, une deuxième interprétation à un univers, et parfois même carrément, parce que vraiment c'est bien le rôle qu'a la couverture, c'est aussi d'accrocher forcément le public, et du coup ça permet finalement... Et pas le même public. Et pas exactement, et ça c'est génial. Et je l'ai vraiment vu sur les Dieux Sauvages où il y a deux approches qui sont tout aussi intéressantes l'une que l'autre, mais qui sont extrêmement différentes et qui reflètent, en plus, c'est ça qui est génial, les bouquins, mais de façon par des angles qui sont presque opposés. Et du coup, c'est d'autant plus cool parce que ça permet de toucher un autre public et c'est super, quoi. C'est tout ce qu'on espère. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Bien, merci encore Pascal de nous avoir fait partager le métier, et encore une fois on sera encore là pour non pas 15 minutes mais 15 heures. Merci encore à toi d'avoir répondu à notre invitation. Une petite citation pour terminer d'Umberto Eco: la fonction essentielle d'une bibliothèque est de favoriser la découverte de livres dont le lecteur ne soupçonnait pas l'existence et qui s'avèrent d'une importance capitale pour lui. C'était Procrastination, merci de nous avoir suivis, encore merci à Pascal Gaudebillon. Maintenant, assez procrastiné, allez écrire.